On va parler de ces motions de censure contre le gouvernement français. Ensuite, le Niger, l'opposition accuse le gouvernement d'avoir commis un massacre de civils. Au Burkina Faso, encore 13 soldats tués dans une embuscade dans l'Est. Et puis on termine comme d'usage par le Togo. Un maire ferme un bar pour dépravation des mœurs. Nos invités sont en place. Credo Tété, journaliste, directeur de publication de Le Médium, et un autre journaliste, Adam Adjournou, lui il est directeur de publication de Vision d'Afrique. Credo, bonjour, vous allez bien? Votre ami n'est pas là aujourd'hui. Bonjour Michel, bonjour à toi Adams. Oui, c'est vrai, donc il n'est pas là aujourd'hui, mais je suis sûr que la semaine prochaine, il sera là parce qu'il sera de retour de Bamako. Moi, je l'ai laissé là-bas, donc il va revenir bientôt. Et je crois que actuellement, il doit faire la dédicace de son livre. Donc, on lui souhaite beaucoup de choses. Félicitations déjà, et qu'il revienne avec de bonnes pratiques pour la société civile togolaise. Tout va bien à Bamako? Oui, selon nos dernières informations, à quelques minutes de prendre l'antenne sur ce plateau, donc il va bien, et je crois que sa cérémonie de dédicace aussi sera retransmise sur les réseaux sociaux, donc c'est une bonne chose. Pour l'instant, selon les informations qu'il nous a données, donc tout roule pour lui et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Adam Adjournou, bonjour, vous allez bien? Oui, Michel, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à tous les amis qui se trouvent au niveau du Septentrion dans le plateau profond. On commence donc par la France. La première motion de censure, celle de la France insoumise que la NUP a soutenue sans être à l'initiative de son dépôt à récolter 218 voix alors qu'il en aurait fallu 289 pour qu'elle soit adoptée. Les députés du Rassemblement national ont donc voté en faveur de cette motion de censure comme il y a une semaine. Credo Tété, on commence par vous. Le soutien lundi dernier du groupe de Marine Le Pen à cette motion de la NUP avait créé un malaise, il faut le préciser, dans les rangs de la gauche, autant que susciter les critiques dans le camp présidentiel. Oui, et il faut dire que tout était mis en œuvre pour compliquer la situation, la gouvernance de Macron, parce qu'on voudrait, coûte que coûte, empêcher la loi Macron d'évoluer, de progresser. Mais aujourd'hui, avec le vote qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale française, donc aujourd'hui, on peut dire que le chemin est balisé. Donc le renversement du gouvernement de Macron ne sera plus une question d'actualité. Donc c'est dire également que le projet de loi va faire son chemin et très prochainement va aller du côté du Sénat. Donc il faut dire, c'est une motion de censure qui reflète en fait la vraie face de la classe politique française. Parce qu'on a d'un côté les mesquins, on a des gens qui jouent au jeu trouble, on a des gens qui sont des indécis. Et vous aurez remarqué que les ralliements, soit à ce projet de censure, ont démontré le vrai visage de certains acteurs politiques. Et vous avez également remarqué que l'introduction même de cette motion de censure a permis également à l'opinion française et internationale de décortiquer ce que sont les hommes politiques français. Donc, il y a la mesquinerie qui définit l'action politique, mais il y a également l'inconséquence politique, parce que on a remarqué que, en fait, tout était mis en œuvre avec une certaine dose de méchanceté à faire couler le bateau du président Emmanuel Macron. Mais lui aussi, je crois qu'il doit se reprocher un certain nombre de choses. C'est une épreuve assez difficile pour lui, parce que même au niveau du parti socialiste, donc il y a également un nouveau visage qui se fait jour, parce qu'au sein du parti socialiste aussi, les opinions divergent sur l'opportunité ou non de cette motion de censure. Donc, cela va permettre aujourd'hui
à la classe politique française de mieux se redéfinir pour savoir là où aller et pour quel intérêt. C'est vrai également, dans une autre mesure, que la posture du président Emmanuel Macron ne plaît pas à tout le monde, mais cela ne voudrait pas dire également que toute initiative du gouvernement, même si on dit qu'au sein du Parlement, le débat est contradictoire, donc il faut privilégier le bon sens. Alors, Adam Adjron, on s'attendait forcément à cela, un mandat très compliqué pour le président Macron et son gouvernement. Comme Credo Tété l'a dit tout à l'heure, rendre cette gouvernance un peu plus difficile pour le président Macron, c'est ça l'objectif des partis d'opposition. Votre regard justement sur ces motions de censure? Vous savez, censurer le gouvernement d'Emmanuel Macron, il n'y avait rien de surprenant en cela. Vous savez, après la perte des législatives, on s'y attendait un peu, sauf qu'on ne savait pas que les positions allaient être davantage tranchées, compte tenu de ces choix politiques-là qu'il avait donc fait. Mais au même moment, vous savez, lorsque nous prenons la nomenclature de l'Assemblée, je pense que après ces législatives-là, Emmanuel Macron était perçu comme le moindre mal. Sans quoi j'aurais bien voulu croire que les propositions des autres partis, où il y avait des regroupements de grands partis politiques qui pouvaient donc faire courber les chines à Emmanuel Macron, mais ça n'a pas été le cas. Et comme je le disais, c'est le moindre mal. Ça voudrait dire quelque part qu'ils useront de tous les artifices pour rendre la tâche assez difficile au gouvernement d'Emmanuel Macron. Sauf que ce quinquennat, on le sait très bien, c'est un quinquennat qui va être très difficile, compte tenu du fait que nous n'avons pas, disons, un choix politique digne de ce nom au niveau de la population française. Ça voudrait dire c'est du jonglage, mais au même moment, je pense que lorsque nous prenons les tests, il y a des artifices également qui permettent à Emmanuel Macron de pouvoir surpasser, disons, les calculs politiciens des partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Mais au même moment, je pense que la surprise venait de Le Pen. Et lorsque vous prenez surtout ces positions entre Le Pen et la NUPES, c'était des partis politiques qui étaient très distants l'un de l'autre. Oui. Mais au même moment, nous avons vu ces motions de censure n'ont jamais été l'apanage du camp de Marine Le Pen. Mais l'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a pu susciter en réalité cette position du camp Le Pen à pouvoir aller dans le même sens que la NUPES. C'est là où subsiste en réalité tout le calcul. Mais autant dire que même si Le Pen ne choisissait pas cette posture-là, de toute évidence, il y aura, disons, des choix venant des autres partis politiques, puisque de toutes les façons, il y en a qui ont recueilli davantage de voix plus qu'elle, mais on proposera des choses inimaginables, justement, dans l'objectif de compliquer la tâche à la gouvernance d'Emmanuel Macron. Mais je pense que cela reflète en réalité le visage, le paysage politique de la France. Et comme je le disais, justement, c'est justement pour faire compliquer la tâche à ce gouvernement. Mais tant bien mal que bien. Je pense qu'Emmanuel Macron essaie quand même de pouvoir passer, comme le disait Credo Tété tantôt, de toute évidence, cela est derrière lui, mais il reste à venir de toutes les façons. Il y aura encore d'autres réminiscences pour encore susciter d'autres choses qui pourront véritablement compliquer la tâche. Mais moi, je me dis, le bon sens, comme il a relevé, le bon sens aurait bien voulu qu'on puisse mettre en avant de tout, disons, l'intérêt supérieur de la France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Chacun essaie de faire en sorte que la politique soit définie en son parti politique. Et moi, je pense que les Français nous montrent un autre visage de la politique que nous, pays africains, parce que étant donné que la France est toujours, pour nous, les pays francophones, un modèle en termes de gouvernance et autres. Moi, je me dis aujourd'hui, nous prenons pratiquement le pas sur la France, étant donné que nous, les politiques aujourd'hui, dans nos pays africains, ne se définissent plus sur la nomenclature parti politique, mais il y a l'intérêt supérieur de la nation qui vient définir en réalité le bon sens de la politique, ce que nous ne voyons pas aujourd'hui au niveau de la France, et c'est dommage. La seconde motion débattue, celle du Rassemblement national, a eu sans surprise les votes des élus du parti seulement, soit 80 voix, et aucun autre soutien des représentants politiques qui siègent à l'hémicycle. Alors, Credo Tété, oui, la proie, c'est Emmanuel Macron, le président français. Mais on voit face à lui, il y a aussi des partis ou regroupements de partis politiques
qui ne s'entendent pas, forcément. Oui, c'est ce que je disais tantôt par l'expression du jeu démocratique. Donc, nous ne sommes pas obligés de regarder dans une même direction. Et c'est ce que Adam a essayé de relever également dans la chute de son intervention. Ça reflète aujourd'hui le paysage politique français où il y a trop de mesquinerie dans l'action politique. Et je crois que à quelque chose, on dit à quelque chose, malheur est bon. Avec le projet de loi Macron, avec tout ce que cela a engendré comme remous. Donc aujourd'hui, les Français, s'ils sont futés, comprendront, disons, la mentalité de leurs acteurs politiques. Est-ce que ce sont des gens qui s'investissent, comme ils le prétendent, pour le bien de la France, ou ce sont des gens qui sont derrière, ou bien qui se cachent derrière des calculs politiques? Et au-delà de toutes les gesticulations des acteurs politiques de quelque bord que ce soit, je crois que le plus gros bénéficiaire, disons, de ces remous doit et toujours être Emmanuel Macron. Donc, il doit se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui a pu ne pas marcher pour arriver à cette situation? Et avec, disons, les jeux de couloir qu'on a vus, avec toutes les méchancetés doublées de mesquinerie, qu'est-ce qui a marché? Parce que ça, c'est une leçon politique à Emmanuel Macron de savoir redéfinir également sa classe politique. Parce que avec ce qu'on a vu dans ces actions de ces hommes politiques, c'est-à-dire que même dans la basse-cour de Emmanuel Macron, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose parce que tout partirait de sa chasse gardée pour aller vers ses détracteurs. Et les détracteurs nous diront qu'ils sont dans l'expression de ce jeu démocratique. On ne peut pas les accuser, mais on doit se poser des questions. Quel est l'intérêt pour le citoyen lambda français? Est-ce qu'on doit toujours, disons, s'agglutiner dans ces jeux malsains, dans ces jeux politiques malsains, et laisser le citoyen lambda sur le carreau? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres préoccupations qui pourront, disons, revaloriser le citoyen français? Donc, c'est autant de questions. Et je crois également que il y a la politique internationale qui s'invite un peu dans les actions intérieures de la France. Si nous voyons le positionnement de la France dans la guerre entre la Russie et la Turquie, et le comportement de certains acteurs politiques à l'hémicycle, donc on se dit, tout est mis en œuvre pour faire mal à Emmanuel Macron, parce qu'il a une certaine posture politique dans l'appréciation de la crise russo-ukrainienne. Donc voilà un tant soit peu. Mais moi je me dis, si ces acteurs politiques sont assez futés, donc ils ne devraient pas jouer le jeu d'une partie en conflit. Mais ils doivent se poser la question suivante. Quel est l'intérêt de ce positionnement orienté sous la présidence de M. Emmanuel Macron? S'ils interrogent, disons, ce questionnement, ils pourront essayer d'apporter des touches. Parce que c'est la France qui compte. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Mais le positionnement de la France aujourd'hui dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, Macron va partir. Mais les séquelles vont demeurer. Maintenant, comment faire pour recadrer Macron dans ces genres de positionnement? Et on a remarqué même que dans cette crise russo-ukrainienne, la position d'Emmanuel Macron, même si on peut lui prêter des intentions, ou bien même si certains activistes acquis à une autre cause essaient de le vilipender, de dire des choses, mais la position n'est pas si tranchée. La position n'est pas si tranchée. Il a toujours appelé à la négociation. Il a toujours appelé à la négociation et il fait dans ce qu'on appelle la mesure politique. Voilà. Il fait dans ce qu'on appelle la mesure politique. Et lorsque vous engagez dans cette mesure politique, c'est vrai, vous êtes incompris. Vous êtes incompris parce que Macron aussi ne voudrait pas faire chuter la France dans cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Donc Macron, le président français Emmanuel Macron tente toujours de porter des gants. Même si au début de la crise, on a des choses à lui reprocher, ses prises de parole. Mais aujourd'hui, lorsque nous faisons, disons, cette lecture, donc on saura qu'il a pris du recul, même dans le verbe. Il a pris du recul. Macron
aujourd'hui pour se prononcer sur cette question Russie et Ukraine, et même au niveau de l'Union européenne, de la Commission, de la présidence des chefs d'État. Donc il a toujours une certaine réserve parce que il sait, et le signal, il l'a vu. Il ne parle pas en tant qu'Emmanuel Macron, mais il parle au nom de la France. Mais qu'est-ce que la France va devenir après, disons, cette crise entre la Russie et l'Ukraine? Donc c'est aujourd'hui une préoccupation pour le président français Emmanuel Macron. C'est vrai également que sa posture antérieure est aujourd'hui, disons, le mobile pour ces détracteurs de l'emmerder politiquement sur le terrain intérieur. Mais est-ce qu'ils vont le faire disons à vie? Est-ce qu'ils auront les arguments pour le faire à vie? Parce qu'aujourd'hui, M. Emmanuel Macron a un mandat. Et c'est au bout du fil qu'il rendra compte de ses positionnements stratégiques sur l'échelle internationale. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, dire qu'on va le dégager comme ça, mais il doit dérouler son tapis. Et je crois que c'est un président qui sait assumer, disons, ses responsabilités. Et je n'en doute pas qu'il fera encore des œuvres utiles pour préserver les intérêts des Français. Alors, comme Credo l'a dit tout à l'heure, les questions internationales sont invitées dans l'hémicycle au niveau de la France. Et l'objectif, c'est de pouvoir tout donner. L'objectif fixé, bien sûr, par l'opposition, tout donner pour pouvoir faire chuter le président en face. Est-ce que vous pensez qu'en utilisant ce modus operandi, Adam Adjorno, l'opposition va arriver à ses fins? Vous savez, depuis l'élection législative, moi je me disais, en temps normal, même si nous remontons un peu l'histoire, vous êtes d'accord avec moi que la France, depuis le siècle des Lumières, a regenté en réalité une politique qui était pratiquement modélisable, à tout point de vue. On s'y attendait en réalité que ce modèle-là puisse être implémenté, qui permettront réellement de pouvoir savoir si, après quelle posture l'on pourrait donc tenir après avoir perdu ou n'ayant pas eu la majorité absolue après ces élections-là. Mais malheureusement, je me disais que les acteurs français, les politiciens français, n'y sont pas à la hauteur. Aujourd'hui, je pense que c'est une politique qui aujourd'hui prend pratiquement des allures de la France qu'on n'a jamais connue. Et donc, disons, l'invite de l'international sur, disons, derrière cette posture politique que la France est en train de nous faire vivre aujourd'hui, nous amène à croire qu'en réalité, lorsque, Credo le disait tantôt, en prenant donc la crise russo-ukrainienne, vous avez vu dès le début, pratiquement, Emmanuel Macron était l'unique interlocuteur, en tout cas crédible, même si après ces rencontres-là n'ont véritablement pas porté fruit. On savait au niveau de la communauté internationale que l'unique personnalité que le président russe aimait écouter de temps en temps, c'était donc le président Emmanuel Macron. Même moi, je porte en réalité, disons, ces réserves-là sur le fait que ce qu'attendait Emmanuel Macron sur cette crise-là n'a pas été le cas. Puisque de toute évidence, c'est vrai, ça également, ça a été donc des critiques professionnelles à l'encontre de l'armée française qui n'avait pas su en réalité informer aussi bien l'opinion internationale que le président de la République que en réalité le président Poutine ne blaguait pas et nous sommes dans l'ère du temps. On a vu cette crise-là survenir. Mais au même moment, Emmanuel Macron, en prenant cette distance-là, je pense, fait passer un message à la communauté internationale. Et ce message-là, je pense que c'est réellement de voir que nous avons la Russie qui est dans une posture qui ne s'aligne pas pratiquement au niveau de la géopolitique internationale. Et nous en sommes là. Mais au même moment, d'autres prises de parole également qui, aujourd'hui, portent préjudice pratiquement à la politique française d'un point de vue géopolitique, peut nous amener aujourd'hui à croire que les lendemains meilleurs qui sont en train de s'exprimer au niveau international sont les mêmes postures que nous voyons au niveau national. Ça veut dire quelque part que l'expression d'un nationalisme n'y est plus. On est pratiquement dans un cafouillage total et je pense que les lendemains ne sont pas aussi bons pour la France en ce sens-là. Allez, on va marquer la petite pause. On va vous retrouver, Credo Tété et Adam Adjorno pour la suite.